C'est loin des plages vantées par les catalogues que viennent se baigner les Havanais. Ici, c'est pour les pauvres. Le paradis des touristes, c'est là-bas. Celui des Cubains, c'est ici. Eux, ils ont des dollars et pas nous. Aéroport de la Havane, à Cuba. 3 fois par jour, ils sont des centaines de familles à guetter le vol de Miami. Ils viennent attendre un cousin, un frère, une sœur, un neveu. Des retrouvailles encore inimaginables il y a 4 ans. Mais depuis 1997, Fidel Castro a autorisé le retour au compte-gouttes des gusanos, les vers de terre, comme on appelle ici les Cubains qui ont fui le pays de la Révolution pour s'exiler aux États-Unis. Maria a 23 ans, elle est étudiante en économie et n'a jamais quitté Cuba. J'attends ma tante, mon oncle, mon cousin et ma petite cousine que je ne connais même pas. Elle n'a que 2 ans, je meurs d'envie de l'embrasser. Je l'ai vue grandir grâce aux cassettes vidéo que ses parents m'envoient. Ma tante, elle vient rendre visite à mon grand-père, il a 94 ans. Il est très vieux, très malade. Toute ma famille les attend à la maison, vous vous rendez compte? Ça fait 8 ans qu'on ne s'est pas vus, je suis vraiment nerveuse. La sortie des passagers est une véritable épreuve pour les familles. Les douanes sont tatillonnes, tous les bagages sont méticuleusement fouillés. Une manière pour les autorités de rappeler aux exilés que même si on leur accorde un visa, ils restent des étrangers dans leur propre pays. Après 3 heures d'attente, Maria retrouve enfin sa tante. Regarde le petit. Et regarde la petite aussi. Oh, elle est tellement mignonne. Mais quel amour! Je te cherchais, mais je n'arrivais pas à te voir dans la foule. Mais moi, je ne t'ai même pas reconnue. T'es devenue blonde. T'es belle comme ça. Ton oncle est encore à la douane pour essayer de faire passer tous les bagages. On en a tellement. Et mon oncle! Tu te rends compte, j'ai dû leur laisser la Nintendo que je l'avais apportée. À qui? Au douanier pour qu'il me laisse sortir. Ah, c'est toujours comme ça. Bon, la voiture de location, elle est garée où là? La voiture, elle est là-bas. À Cuba, c'est comme en pleine campagne. Il n'y a rien à acheter. Il faut tout apporter pour la famille. Tenez, regardez ce sac. Il est rempli de médicaments. Ça coûte très cher pour nous de revenir à Cuba. Par exemple, rien qu'un trajet Miami-Cuba, c'est plus cher que d'aller au Mexique. C'est pourtant pas très loin, Miami. Bah, il y a tout juste 140 km. C'est simple, on a à peine décollé que l'avion atterrit déjà. Chaque année, plus de 120 000 exilés cubains redécouvrent ainsi leur île. L'oncle et la tante de Maria, eux, ont dû attendre plus d'1 an pour obtenir le droit de revenir à la Havane. Quand ils ont quitté Cuba, le pays était au bord de la famine. Les caisses étaient vides, les magasins aussi. Aujourd'hui, le pays va un peu mieux, mais la majorité des Cubains doit survivre avec moins de 120 francs par mois. Le quartier populaire de Regla, à l'est de la Havane. C'est d'ici que sont partis l'oncle et la tante de Maria. Ils ont fui en bateau au risque de leur vie, comme des centaines de Cubains le font chaque année.
Ne pleurez pas, ça fait pleurer la petite. C'est un beau jour aujourd'hui. 8 ans après, c'est en sauveur qu'ils reviennent avec dans leur bagage tout ce que leur famille et leurs voisins ne trouvent pas dans les magasins. Amène la petite pour que papy puisse la voir. Ne pleure pas, ne pleure pas. Alors, comment ça va? Ça me rend tellement heureuse de les voir tous ensemble. C'est trop beau. Et moi aussi, je suis contente. Les familles cubaines sont séparées pour des raisons économiques. Ça n'a rien à voir avec la politique. À Cuba, presque tout le monde a besoin de l'argent des exilés. Je pense qu'on sera séparés encore longtemps comme ça. Il y aura toujours des Cubains à Cuba et des Cubains à Miami. Avoir quelqu'un qui travaille en Floride, c'est la seule façon pour que les familles d'ici puissent continuer à survivre. Elle, c'est la première américaine de la famille. Hein, ma chérie? Mais les Gusanos ne sont pas les seuls à débarquer à Cuba. Chaque année, plus de 2 millions de touristes viennent au pays du socialisme profiter des plages, des filles et du rhum. Après avoir été l'une des îles les plus fermées du monde, Cuba est devenue une destination à la mode. Mais le paradis des cartes postales et des dépliants touristiques n'est pas tout à fait le Cuba des Cubains. Car ici, tout est régi par l'un des derniers partis communistes encore au pouvoir. Un parti pur et dur, intransigeant. Symbole de cette intransigeance, à Cuba, la publicité est encore jugée comme dangereuse et interdite sur les murs. Sauf bien sûr celle qui vante les mérites de la révolution, une révolution aujourd'hui à bout de souffle qui ne survit plus que grâce au dollar des tours opérateurs. Et c'est loin des plages vantées par les catalogues que viennent se baigner les Havanais. Sur le Malecón, le grand divan comme l'appellent les Cubains. Une promenade de 5 km le long du bord de mer où l'on vient traîner et refaire le monde. Cette plage, c'est celle du peuple. Les autres, celles de sable fin, sont réservées aux touristes. Ici, c'est pour les pauvres. En fait, on n'a pas le choix, on n'a pas d'argent. Le paradis des touristes, c'est là-bas. Celui des Cubains, c'est ici. Eux, ils ont des dollars et pas nous. Caridad a 55 ans. Elle a emménagé dans cet immeuble en 1960, juste un an après la Révolution. 33 familles cohabitent ici. En tout, plus de 100 personnes. Le loyer est gratuit, mais chacun doit se débrouiller pour l'eau et l'électricité. Quand j'ai emménagé, l'immeuble offrait des conditions de vie excellentes. Mais au fil des années, les choses ont commencé à se détériorer. Par exemple, regardez ce mur. Vous voyez qu'il est en train de s'écrouler. Avant, c'était vraiment joli ici. Regardez le carrelage. Le gros problème, c'est qu'on doit stocker l'eau et que les murs ne supportent pas le poids des bidons. Tout est en train de s'écrouler et c'est devenu inhabitable. Pour ceux qui vivent ici, comme moi, c'est l'horreur. Regardez aussi les toits dans quel état ils sont. Un jour, tout va nous tomber dessus. Et les murs. C'est dangereux aussi quand les enfants jouent. Il suffit qu'ils poussent un peu pour que tout s'écroule. C'est vrai que nous avons une vue superbe, mais franchement, je vous la laisse. Comme dans la plupart des immeubles du Malecón, tous les grands appartements bourgeois ont été divisés en plusieurs petits logements de 10 à 15 mètres carrés chacun. Tout est bon pour gagner de la place. On construit des mezzanines dans les appartements ou on empiète sur les couloirs. Fais attention, le tuyau est coincé, tu vois pas? Tire moins fort, tu vas casser le mur de la voisine.
C'est comme ça qu'on distribue l'eau dans chaque appartement. On remplit les seaux, c'est pour que tout le monde ait de l'eau. Ce qui risque de se passer, c'est que si on attend encore avant de déménager, eh bien tout va s'écrouler et nous, on sera morts. Et alors là, ils n'auront plus besoin de nous reloger, ni dans le centre, ni sur la mer, ni dans le vieux quartier. En 1959, un an avant que Caridad n'emménage, La Havane était considérée comme une banlieue de Miami. La jet-set et la bourgeoisie américaine venaient y dîner, y danser. Elle aimait parader au volant de belles américaines le long des immeubles bourgeois du Malecón. 50 ans après, les belles américaines sont à bout de souffle comme l'économie cubaine. Privées de pièces détachées à cause de l'embargo que les États-Unis imposent à l'île depuis 1962, les Cubains font des miracles pour qu'elle puisse encore circuler. Quant à la splendide architecture coloniale classée patrimoine mondial, elle tombe en ruine depuis plus de 40 ans. La révolution avait d'autres priorités. L'argent devait servir d'abord à l'éducation, à l'armée et à la santé. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des touristes, Cuba découvre brusquement la valeur de son patrimoine. Rafael Mendoza, architecte et historien, travaille au patrimoine national. C'est lui qui est en charge de la restauration de tout le vieux La Havane. La Havane est une ville très délabrée, mais elle a aussi conservé toute la richesse de son architecture coloniale. Ces immeubles sont encore debout parce qu'à Cuba, il n'y a pas eu les spéculations immobilières qui ont défiguré presque toutes les villes d'Amérique latine dans les années 60, 70 ou même 80. Une grande partie du centre historique a déjà été réhabilitée. Une restauration pour laquelle Cuba a refusé pratiquement toute aide internationale. La rénovation a commencé ici, sur la plus vieille place de La Havane. Le travail de restauration de la place a commencé en 1994. Avant, ces maisons appartenaient à un seul propriétaire. Au XVIe et au XVIIe siècle, le rez-de-chaussée était utilisé comme magasin ou comme officine. Au sous-sol vivaient les esclaves. Les familles, elles, logeaient toujours aux étages supérieurs. Quand nous aurons terminé la restauration de toute cette place, nous ferons revenir les familles pour qu'elles vivent aux étages supérieurs, comme c'était la tradition avant. Mais le véritable charme de Cuba est ailleurs que dans ses vieilles pierres. La richesse de l'île, ce sont les Cubains. Malgré le manque de liberté, malgré l'extrême dureté du régime, malgré la répression, les restrictions et les difficultés quotidiennes, tous ont gardé un amour de la vie et une passion immodérée pour leur pays. Tout ce qui touche à l'honneur national déchaîne les passions et le sport n'échappe pas à la règle. Pero mira, pero es que los números que él mete, ¿con quién? ¿A qué piché? Hace 10 años que él piché aquí en Cuba. No interesa. Con cualquier piché. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est rien, c'est un truc cubain. On parle baseball. Vous avez le foot, eh bien nous, on a le baseball. C'est une des nombreuses contradictions de Cuba, le sport national est américain. À 50 km de La Havane, la petite ville de San José, perdue en pleine campagne, abrite l'école nationale de baseball et son héros, Lourdes Gurriel, entraîneur et champion olympique aux Jeux de Barcelone. Ici, 34 jeunes triés sur le volet sont préparés physiquement et idéologiquement pour rejoindre l'équipe cubaine. Avant chaque entraînement, hymne national et salut du drapeau. 1, 2 et 3. Al combate corre, vaya meses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir. Contrairement aux joueurs américains, aucun salaire, aucun contrat publicitaire mirobolant, tous sont amateurs.
Par 2 fois déjà en 99, l'équipe cubaine de baseball a affronté l'équipe américaine. Le résultat a été politiquement correct, une victoire partout. Mais ces 5 dernières années, 6 joueurs formés ici ont fui Cuba pour rejoindre les rangs américains. Lourdes, lui, a toujours refusé de s'exiler. Nous, on joue par amour, pour le peuple, le pays, et pour Fidel, notre commandant. On a déjà essayé de vous acheter? 12 fois, on m'a offert de l'argent. Combien on vous a proposé? La dernière fois, on m'a offert 6 millions. 6 millions de quoi? 6 millions de dollars pour que je reste aux États-Unis. C'était en 88. J'ai préféré rester à Cuba. La vie est plus belle ici. Vous savez, il n'y a pas que l'argent qui compte. Ma fortune à moi, c'est l'amour et le respect du peuple. Mais rares sont les Cubains qui refuseraient 42 millions de francs. Santo Suárez est un quartier pauvre de la Havane. Ici, les plus démunis viennent régulièrement profiter des 3 repas gratuits que leur offre chaque jour le prêtre de la paroisse. La plupart sont à la retraite, ils ont travaillé toute leur vie. José María Luzaret est arrivé d'Espagne il y a 7 ans. Il sert plus de 180 repas par jour. Il propose aussi aux plus pauvres de ses paroissiens des vêtements, une laverie et un salon de coiffure. Le tout est financé par l'Église espagnole et par des donations privées. Ça va? Et là, la table est vide? On ne vous a toujours rien servi à manger? À Cuba, on ne mange pas tous les jours de la viande, des pommes de terre ou des œufs. Ici, vous savez, la nourriture est rationnée. On a des cartes alimentaires. Ça rappelle les tickets de rationnement de ma jeunesse en Espagne, dans les années 40. C'est pour ça que je comprends leur situation. Mais en Espagne, ça a duré 10 ans, alors qu'ici, ça dure depuis beaucoup plus longtemps. Mais au moins, grâce à ces tickets, personne ne meurt de faim à Cuba. Pourtant, à Cuba, l'Église elle-même a longtemps eu du mal à survivre. Pendant des années, les prêtres ont dû officier clandestinement. Certains ont même été emprisonnés. Ce n'est que depuis la visite du pape en janvier 1998 que les catholiques cubains ont pu retrouver librement le chemin des églises. Nous sommes ici sur la place de la Révolution, la place la plus symbolique de la Havane. C'est ici que le Saint-Père est venu en janvier 1998. À l'époque, le problème était de trouver le meilleur emplacement pour que le pape fasse sa messe. La question était de savoir si on le plaçait par là, à cette tribune, la tribune où Fidel fait ses discours, ou si on le mettait par là, au pied des ministères. Mais là, le problème, c'était le portrait du Che, juste au-dessus. On s'est dit que c'était pas le meilleur endroit non plus. Restait alors une dernière possibilité, le symbole de la culture, la Bibliothèque nationale. Depuis, tous ceux qui ont assisté à la messe, chaque fois qu'ils reviennent ici, revoient le visage du Christ que nous avions affiché sur la façade, juste au-dessus du pape. C'est un souvenir historique. Ça va bien? Bonjour. Ça va bien? La paroisse du Père Luzaret ne comptait il y a 7 ans que 40 fidèles. Aujourd'hui, ils sont plus de 600 à célébrer la messe chaque dimanche. Cuba est un arbre qui a été coupé. Mais vous savez bien que si l'arbre a gardé ses racines, eh bien le jour où l'eau et le soleil reviennent, eh bien l'arbre repoussera.
Le christianisme cubain, c'est un peu comme ça. C'est un arbre coupé. Le plus difficile, c'est de casser le mur de la peur. Notre peuple a peur d'être croyant, d'être chrétien. Je dirais même plus, peur d'être pratiquant, tout simplement. Les libertés religieuses sont garanties par la Constitution. Mais dans la réalité, eh bien, il y a eu certaines restrictions à cette liberté. Ici, nous acceptons tout le monde, peu importe que vous soyez du Parti communiste ou pas. Ici, on ne rejette personne. Moi, je dis souvent que le premier révolutionnaire, c'était Jésus-Christ lui-même, et qui nous a apporté la grande révolution de l'amour. Le Christ est arrivé. Le Christ est arrivé pour faire un monde nouveau. La haine ne sert pas la révolution. La révolution se fait avec l'amour. Mes frères, la haine ne fait pas la révolution. La révolution la hace el amor, el amor, el amor, el amor. Si à Cuba, les idéologies cohabitent difficilement, les cultures, elles, par contre, se mélangent facilement. Tout au sud de l'île, à 500 km de la Havane, c'est un tout petit bout de France qui, depuis plus d'un siècle, continue étrangement à survivre. Nous sommes à Santiago, la deuxième ville du pays. Et cette petite maison coloniale abrite une alliance française. Inutilement. Ok, on va corriger maintenant. On va corriger. Alors, de triste, tristement. C'est correct pour tout le monde? C'est bien. De récent, alors? Grisel Sanchez est cubaine. Elle a appris le français dans les livres et au cours d'un séjour à Paris. Depuis, tous les jours, elle enseigne notre langue. Et prudemment. Vous voyez que c'est différent? Mon grand-père a été français. Était français. Était français. À la Révolution haïtienne, il y a beaucoup de Français qui sont venus, surtout à Santiago, et qui ont acheté du terrain pour faire des plantations de café. Et de là, avec les esclaves, tous ils ont eu des descendances. Il y a beaucoup de noms français à Santiago. Beaucoup, beaucoup. Quel est ton nom? Dupéré. Dupéré. C'est un nom français. Dans le cimetière de Santiago, un carré est même réservé aux familles françaises. Ici, on a le tombeau d'Antomarchi, qui c'était le dernier médecin de Napoléon, qui est parti de la France, il est venu en Amérique, et enfin il a décidé de rester à Cuba, Santiago de Cuba, parce que c'est ici où habitaient à ce moment-là beaucoup de Français. Aujourd'hui, les descendants des esclaves de ces familles françaises continuent à perpétuer une étrange tradition, la tumba francesa. Tous les mercredis, ils se réunissent ici pour célébrer leurs différences. La cérémonie commence toujours par une bénédiction des tambours avec du rhum, en souvenir du travail qu'effectuaient les ancêtres esclaves dans les champs de canne à sucre. On appelle cette danse tumba parce qu'en dialecte africain, tumba veut dire fête des tambours. Et française parce que les fondateurs de cette danse étaient les esclaves de maîtres français. À l'époque de l'esclavage, lorsque les nobles français faisaient des fêtes, eh bien leurs esclaves les regardaient. Petit à petit, ils ont imité leur façon de s'habiller, leur façon de danser. Et c'est comme ça que la tumba francesa est née.
Moi, je l'ai apprise dans ma famille. C'est une tradition qui vient de mon arrière-grand-mère et de mon arrière-grand-père. Je suis née ici et ça fait partie de moi. Et c'est comme ça qu'à Cuba, le menuet a épousé les rythmes africains.